Alors un grand merci encore à tous nos volontaires d'avoir joué le jeu et de s'être prêtés au jeu devant tout le public. Alors en fait cet exercice s'appelle la radio transcouloir. Cet exercice, c'est un exercice qu'on appelle un exercice intégratif, où du coup ce sont les personnes qui vont expérimenter elles-mêmes, ce qui permet d'avoir une prise de conscience. Donc des notions importantes, c'est la notion de bienveillance. La bienveillance, vous avez vu, on a pu la mettre en œuvre déjà au tout début en faisant un icebreaker, de manière à ce que du coup les personnes soient dans les bonnes conditions. Après, j'ai appelé qui était volontaire, c'est-à-dire que je n'ai pas à vous pointer du doigt. J'ai demandé le prénom des personnes, on les a installées confortablement. Quels autres éléments on a fait pour faire la convivialité, selon vous? Le tutoiement, et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour que je les tutoie. J'ai appelé par les prénoms. On a fait autre chose de très important, c'est-à-dire qu'on a applaudi. C'est-à-dire qu'on a encouragé, on a validé, on a félicité les personnes d'avoir osé le faire. Donc ça, c'est également un élément très important. Du coup, ça, c'est un exercice qui va répondre à des besoins institutionnels, donc d'un point de vue qualité, comme l'a dit la collègue tout à l'heure, d'un point de vue critères certification. Et puis, d'un point de vue professionnel, c'est un exercice du coup, qui va améliorer la qualité des soins pour assurer une meilleure prise en soin des patients. Donc là, vous avez un exercice vraiment très pratico-pratique. Après, moi, je me suis posé la question de quelles étaient les clés qui, pour moi, du coup, facilitent la formation des adultes. Pour moi, la première clé, ce serait de s'appuyer sur les besoins de la personne. C'est-à-dire que le besoin, l'adulte, il apprend s'il a un problème à résoudre. Imaginons que vous veniez tous les jours au travail en métro et à pied. Si je vous dis, je vais vous expliquer comment changer une roue de voiture, aucun intérêt. On est d'accord. Par contre, si vous êtes parti en week-end en voiture, et que là, vous vous rendez compte que votre pneu a crevé, vous serez très intéressé, parce que vous aurez un problème à résoudre. Et bien l'adulte, c'est la même chose. Si vous faites une formation sur quelque chose dont il n'a pas besoin, il aura peu d'intérêt. Or, si c'est un sujet qui est intéressant pour lui, qui est important, là, du coup, il trouvera de l'appétence, et du coup, c'est quelqu'un qui sera plus motivé, plus concentré. Là, c'est un exemple au CHU de Rennes. Lorsque nous faisons les formations qui durent 3 jours, nous commençons la matinée par du coup un tour de table de présentation, pour déjà créer de la dynamique. Et ensuite, il y a vraiment un temps de travail sur... alors, on travaille avec des différents post-it. Là, vous avez le post-it rouge, le post-it vert, le post-it jaune. Donc, le post-it rouge, ce sont quels sont les freins que vous avez dans votre service. Donc, ça permet de nommer toutes les difficultés. Après, quelles sont les ressources. Donc, ça permet également de faire un état des lieux de tout ce qu'on a dans le service. Et du coup, aussi de mobiliser toutes les choses qui sont aidantes. Et la dernière colonne, c'est quels sont vos besoins. Et en fonction des besoins, là, on va faire du coup le planning pour les 3 jours. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le planning et du coup tout ce qui va découler dans les heures suivantes vont vraiment être adaptés et vont partir des besoins des candidats. Un autre élément important, c'est de s'appuyer sur les compétences des personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on forme des professionnels de santé, nous formons des personnes qui travaillent au quotidien avec des patients, donc qui ont déjà une expérience et des compétences. Et du coup, on va vraiment s'appuyer sur tous ces éléments-là. Là, c'est un exemple de classe inversée. Donc là, c'est un cours, par exemple, sur le méopa que je fais dans le DU douleur. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai environ une quarantaine d'élèves, d'étudiants, et du coup, on fait des groupes de 5. Et chaque groupe a une feuille avec 6 questions auxquelles il va répondre. Et du coup, au début du cours, on va commencer par un temps de travail collectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les 6 questions sont vraiment les 6 points phares de la formation, les 6 éléments clés à retenir. Parce qu'on sait en plus qu'au niveau des apprentissages, c'est important aussi de recentrer le discours sur vraiment les messages clés sur lesquels on veut vraiment appuyer. Parce que si on donne trop de messages, en fait, on risque de noyer les gens dans l'information. Et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, après, on va interroger chaque groupe. Et en fait, les personnes ne répondent pas individuellement, mais les personnes répondent au nom du groupe. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est toujours assez difficile dans un groupe de se mettre tout seul devant, de lever la main et de donner une réponse. Parce que si ce n'est pas la bonne, on est vachement embêté. Alors que si on parle au nom d'un groupe, c'est plus simple. Un autre élément intéressant, c'est qu'en fait, dans ces formations, il y a plusieurs professionnels. Vous allez avoir des médecins, vous avez des IAD, vous avez des infirmiers. Enfin, c'est en fait un public très divers. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent être très expérimentées sur la PCA ou sur différentes notions. Donc comme ça, plutôt que d'avoir des personnes qui peuvent s'ennuyer quand vous leur faites un PowerPoint avec des choses qu'ils connaissent déjà, du coup, ça va mobiliser leurs connaissances et ça va permettre les échanges dans le groupe. Là, un autre exemple de classe inversée, c'est un cours que je fais avec les ambulanciers. Du coup, on travaille sur les douleurs induites. Et pour travailler sur les douleurs induites, en fait, on leur demande de lister les douleurs induites principales qu'ils rencontrent dans leur activité quotidienne. Et après, ils vont se mettre par groupe et travailler ensemble sur toutes les stratégies, toutes les solutions qu'ils peuvent mettre en place pour soulager les patients qu'ils accompagnent.
Et ensuite, c'est eux qui vont venir faire une restitution devant le groupe. Et du coup, après, on va pouvoir résumer ensemble le travail. Un autre élément intéressant, c'est la notion d'interdisciplinarité. Là, je vous ai mis plusieurs photos pour illustrer. Donc ici, vous avez une photo de Mélanie, qui est une patiente partenaire avec qui on travaille, et qui est par exemple intervenue sur une journée qui était sur la douleur et le cancer. Et en fait, elle est venue en début d'après-midi, elle nous a offert 1 heure de son temps, et du coup, elle est venue, elle s'est présentée, et du coup, on a pu lui poser des questions. Et la question principale qu'on a posée à Mélanie, c'est « Mélanie, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, dans ton parcours de soins vis-à-vis de la douleur ?» Vous savez ce qu'elle a répondu? Sa réponse a été « Ce qui m'a le plus aidé, c'est quand les soignants se sont assis à côté de moi. » Ce qui était super intéressant, c'est que toute la matinée, en fait, on avait déjà travaillé avec le groupe, avec les apprenants, sur les notions de relations qualitatives, de qualité d'écoute, d'empathie. On avait parlé de différentes études aussi sur les temps de présence auprès des patients et comment cela impactait le ressenti du patient. Et du coup, ça a vraiment venu conforter les choses. Et puis, vous avez également une autre photo, c'est une autre collègue qui s'appelle Elisabeth McEwen, qui est une collègue qui a travaillé en soins palliatifs. Donc là, elle est tout jeunement, c'est une jeune retraitée. Et du coup, c'est une collègue avec qui, du coup, nous avons des compétences qui vont être très complémentaires. Là, il y a également des commentaires, du coup, de stagiaires. Dont un stagiaire qui me disait, donc, selon vous, quelles étaient les plus de cette formation? Donc, l'intervention de Mélanie, et des formatrices qui ont su adapter la formation à nos attentes, beaucoup d'interactions et de bonne humeur. Donc en fait, on voit que c'est ça que les personnes ont retenu, c'est que pendant 3 jours, on s'est adapté à leurs besoins, il y a eu la parole du patient partenaire et ça les a aidés. Là, je voulais aussi vous donner une autre image. Du coup, c'est ce qu'on appelle c'est un atelier tilt. Et du coup, c'est un atelier tilt que je faisais pour les gens du pool et c'est un atelier tilt sur la PCA. Donc un peu comme ce matin vous avez eu avec le MEOPA, c'était des questions-réponses. Et du coup, moi je projetais les questions sur le mur et du coup les personnes répondaient. Là, vous avez vu, il y a une tour rouge, c'est notre Jungle Speed. Donc en fait, c'est une tour de Duplo. Et pour avoir le droit de donner la réponse, donc il y a 2 équipes, il faut être la première équipe qui attrape le Jungle Speed. Et à chaque fois que vous avez une bonne réponse, on vous donne un Duplo. Du coup, ça vous fait des tours, ça fait des points. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bonne humeur, il y a beaucoup de convivialité. Pour vous donner un exemple, c'est un atelier qui devait normalement durer 1 heure, et en fait on est resté 2 heures. Alors moi j'ai vraiment vu avec le groupe, c'était d'accord pour continuer plus longtemps, c'est eux qui m'ont demandé, et en fait on se rend compte que comme le format était très dynamique, c'était un format qui était ludique, et c'était un format qui répondait vraiment à leurs questions et à leurs besoins, du coup les personnes étaient très heureuses et très intéressées par ce qu'on leur proposait. Et la dernière clé, ce serait d'oser. Moi quand j'ai commencé les formations, je me suis dit mais attends, imagine, on me pose une question et je ne sais pas répondre. Qu'est-ce que je vais faire? Ça vous est déjà arrivé? Merci, je ne suis pas toute seule. Moi, quand on me pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse, ma réponse est toujours la même. Je te remercie pour ta question. Je ne sais pas. Je te propose que je me renseigne et que toi également, de ton côté, tu te renseignes. Et ensuite, on se revoit pour faire le point. Pourquoi je fais cette réponse? D'abord parce que je remercie vraiment la personne de poser cette question, qui est un challenge pour moi. Donc ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses. Donc merci de me challenger, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je ne sais pas. Ça, je crois que c'est vraiment le propre des médicaux, des paramédicaux, c'est de savoir dire je ne sais pas. Et ça, c'est un élément clé. Et c'est aussi être du coup dans une position basse, c'est-à-dire oser dire là, je ne connais pas la réponse, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas une surfemme, je ne peux pas être compétent dans tous les domaines. Et ça, c'est OK. Je vais me renseigner, donc je vais faire mes recherches, et toi aussi. Ça, c'est une notion importante au niveau de l'équilibre. Quand on est dans la formation avec des adultes, c'est essentiel aussi d'aller interroger la personne et lui permettre d'aller faire ses propres recherches. Moi, j'ai souvenir comme ça d'un collègue qui m'a dit « Oh, je me pose cette question depuis 20 ans !» Donc depuis qu'il était diplômé. Et en fait, du coup, c'était à moi de faire tout le travail. Au début, je l'ai fait. Mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Si je veux lui offrir l'opportunité de vraiment apprendre et vraiment se nourrir, plus il ira faire des recherches, mieux il apprendra. Donc voilà. Ce que j'avais en tout cas envie de vous faire passer aujourd'hui, c'était des messages sur les différentes clés du coup en pédagogie, en andragogie, et du coup de vraiment vous appuyer sur les besoins des apprenants et de vous donner envie. Donc c'était mon challenge. Est-ce que c'est un challenge réussi? Super.
Merci beaucoup pour cette intervention interactive, dynamique et pleine de contenu. Alors moi, pour lancer un peu les questions, moi, ça m'a fait penser aux 4 piliers de l'apprentissage décrits par Stanislas Dehaene, qui sont l'attention. Je crois que vous avez su susciter l'attention des participants, l'engagement actif, le fait qu'on apprend quand on est engagé, effectivement, pas quand on reçoit passivement, le retour sur l'erreur, on se rend compte que les transmissions n'ont pas été tout à fait optimales, et la consolidation, que là, on n'a pas encore trop pu faire, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, je me dis, en fait, c'est les bases de l'apprentissage pour tout le monde, y compris chez les enfants aussi. C'est mon côté, côté pédiatre, de dire que cet engagement, il est commun à tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense que les adultes sont peut-être moins tolérants au fait qu'on leur apprenne des choses dont ils se fichent. Mais je pense qu'on aurait intérêt à appliquer les mêmes... Mais je crois que de toute manière, à l'heure actuelle, il y a vraiment une grosse modification là. Je pense que ceux qui ont des enfants, des neveux, des nièces, et qui voient comment est-ce que le système scolaire évolue, se rendent bien compte que c'est très différent de ce qu'on a pu avoir il y a quelques années, et tant mieux. Et en fait, ce que je vous décris ici, ce sont des choses qui sont dans le milieu de l'éducation, connues, reconnues, qui ont été théorisées, et bien mieux expliquées dans beaucoup de livres sûrement. Effectivement, je pense que c'est des choses que vous retrouvez dans votre quotidien et dans ce que vous faites en formation déjà. Anaëlle, j'ai beaucoup aimé ton 3e point, oser. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais de plus à notre assistance? Est-ce que tu as des perches pour aider les gens qui t'entourent à oser? Est-ce que tu as des petits mots magiques? Est-ce que tu as des formules qui permettent peut-être de lancer le dialogue quand tu sens que les compétences, les besoins, mais que peut-être les gens se donnent des freins? Alors je crois que déjà il y a quelque chose en fait de l'accompagnement. Moi j'ai eu énormément de chance dans ma carrière parce que j'ai beaucoup été encadrée par Bernadette Pedrono, qui est IPA au CHU de Rennes, et par Anne-Sophie Restif, qui est infirmière puéricultrice ressources douleurs au CHU, qui m'ont vraiment beaucoup appris comment est-ce qu'on faisait des formations douleurs. Et je me rappelle que la première formation que j'ai animée, moi en tant que formatrice, Anne-Sophie m'avait dit avant, elle me dit, tu sais, le plus important là, c'est que tu dises que les stagiaires ressortent en sachant que tout ce qu'ils font, c'est hyper bien. Et c'est hyper important de les narcissiser et de leur montrer à quel point ils font déjà énormément de choses qui sont superbes. Parce que là, je crois que très souvent, en fait, on ne se rend pas compte de toutes les pépites, de toutes les choses formidables qui sont faites. Et je crois que ça, c'est vraiment une des missions du formateur, c'est de mettre tout ça en lumière et de montrer aussi aux personnes tout ce qu'elles font déjà super. Donc ça serait la première chose. Et puis, avoir quelques mots-clés. Moi, je sais que dans la formation douleur de 3 jours, il y a déjà montré aux personnes tout ce qu'elles font de super bien et qu'elles s'en rendent compte. Et la deuxième chose, c'est les 4 composantes de la douleur. Parce que si on a bien intégré les 4 composantes de la douleur, en découlent toutes les stratégies antalgiques, médicamenteuses, non médicamenteuses. Quels sont les éléments clés? Ça, ce serait la première chose. Bien s'entourer, et moi j'ai eu cette chance. J'ai aussi eu la chance de faire beaucoup de formations professionnelles et non professionnelles et beaucoup de me nourrir avec les différents formateurs que j'ai eus. Donc moi je vous invite à chaque fois que vous êtes en formation à observer quelles sont les techniques d'animation qu'utilisent les personnes. Je vois par exemple, il y a 3 semaines, j'étais dans une formation communication thérapeutique que j'animais. Et on avait un acteur qui était là, parce qu'on va faire une journée en simulation. Et il nous a proposé un exercice qui est l'exercice du crocodile. Il y en a qui le connaissent ou pas, l'exercice? Je vous le ferai bien faire là, mais ça va être un peu long. Je ne sais pas si on a le temps, on verra tout à l'heure. En fait, c'est un exercice où on donne un objet, et ceci est un crocodile. Donc je te donne un objet, je te dis, ceci est un crocodile. Tu me réponds, un quoi? Un quoi? Un crocodile. Un crocodile. Merci. Merci. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez faire ce jeu avec une intensité émotionnelle, en étant sur plusieurs émotions. Donc ça va être la colère, la tristesse, la joie ou la peur. Et donc en fait, on fait cet exercice en cercle. Et en fait, ça permet aux soignants du coup de prendre conscience de l'intensité émotionnelle qu'ils ont dans la relation avec les patients. Comment est-ce que si j'ai un patient en face de moi qui a peur, par mimétisme et par mirroring, du coup, je vais me retrouver dans des situations un peu similaires. Et ça permet aussi du coup d'aborder les notions d'empathie, d'antipathie, d'apathie. Il me manque un 4e. Sympathie, merci.
Donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est que pour illustrer ces notions-là, qui du coup vont être des socles en fait, dans la relation de soins, notamment dans la prise en soin de la douleur, on peut le faire avec plein d'exercices différents qui vont vraiment être des exercices intégratifs. Et puis oser, c'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit, bon, j'ai 300 personnes, ça serait peut-être plus simple derrière un pupitre. Et en même temps, je me dis, je vais le faire debout, et je vais faire quelque chose d'interactif, et je vais proposer aux gens de jouer. Je vais mettre des cartes, est-ce que ça va marcher? J'ose, et puis je m'entraîne, et puis j'essaye. Puis j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir des personnes qui me font confiance, c'est-à-dire que le CNRD, c'est la 3e fois qu'ils m'invitent. Entre la première présentation que j'ai faite et celle d'aujourd'hui, il y a eu 3 ans, donc il y a eu beaucoup d'évolution. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre confiance et de m'avoir permis de monter en compétences. Voilà, moi je crois beaucoup au compagnonnage et au fait de s'appuyer sur les ressources. Là, je vois aussi les collègues de la CPI, je vois comment moi je me nourris par mes collègues qui sont plus expérimentés et comment ça m'apprend et comment du coup ça me fait grandir. Et puis une dernière chose quand même, c'est que j'ai eu la chance de participer à des coachings et ça m'a aussi beaucoup aidé. Et ça a vraiment été une grande ressource. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre des questions dans la salle. Oser. Est-ce que vous avez envie de monter des formations? Vous avez des idées? Ça vous titille? Peut-être que vous le faites déjà depuis longtemps. Ça vous donne des nouvelles cartes, des modes d'action, d'interaction? Oui, bonjour. Il se trouve que moi, je débute dans la prise en charge de la douleur et que justement, je vais être amené à faire des formations. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez justement des supports pédagogiques, des livres à nous conseiller pour ce genre de choses. Alors je crois qu'en support, la grande chance qu'on a, c'est le CNRD, qui est vraiment une grande ressource en termes de documentation. Ouais, j'utilise. Formidable, c'est super. Moi, je m'appuie aussi beaucoup sur le site de la SFETD et sur le site de Pédiadol. En fait, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des sources qui vont vraiment être très fiables. Ça, c'est vraiment important, la fiabilité des ressources qu'on utilise, des documents HAS certifiés, vraiment des choses qui sont bien carrées. Oui, je crois que ça va être ça, en termes de ressources. Et moi, un livre que j'adore, c'est « Comprendre votre douleur » de François Bourreau, qui est mon livre de référence que j'ai lu... Feu François Bourreau, oui, qui est décédé en 2000. Vraiment, moi, c'est un bouquin de référence pour moi qui m'a beaucoup aidée et je l'ai lu, je pense, au moins 5-6 fois et j'y reviens régulièrement parce que c'est un livre dans lequel il y a et l'évaluation de la douleur et la dimension biopsychosociale de la douleur et la physiologie, le décryptage de la douleur chronique. Vraiment, pour moi, ce livre, c'est une bonne référence. Pour la douleur chronique de l'enfant, il y a aussi le site Dolomio qui est une référence et qui a plein de ressources et qui a des accès professionnels et pour le public. Une autre question peut-être? Après, ça va être l'heure de la pause, donc on va en prendre encore. Ah oui, je rajouterais juste, pensez à utiliser plusieurs supports avec vos stagiaires. Moi, par exemple, pendant les formations, j'utilise des vidéos, des audios de patients et des podcasts aussi. Et ça permet du coup d'illustrer et d'avoir un propos différent. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi qui parle. Et du coup, je peux faire intervenir différentes personnes en n'ayant pas forcément ces personnes-là physiquement présentes. Ça fait marcher différents canaux. Exactement. Voilà. Savoir si je mets à disposition tout ce que j'ai créé. Il y a différentes choses à ce niveau-là parce que moi, je travaille pour le CHU, donc il y a les notions de propriété intellectuelle et du coup de ressources du coup, qui appartiennent en partie au CHU puis qui sont en partie mes ressources également. Après, il y a tous les PowerPoint qu'on met en libre accès pour les étudiants. Donc, je ne mets pas tout en libre accès parce qu'il y a des restrictions en termes de liberté intellectuelle et du coup du travail propre que l'on produit. Après, il y a le contenu, mais c'est vrai qu'il faut aussi former comme on est. Donc, ça n'a pas forcément énormément de sens, je trouve, de prendre l'entièreté d'une formation. Il faut que ça soit adapté à la personne que vous êtes. Et moi, je me rends compte qu'en fait, quand on fait des PowerPoint pour les étudiants, à la fin, on leur donne un PowerPoint. Mais en fait, moi, mes PowerPoint sont de plus en plus allégés. Il y a des photos comme ça, par exemple. Pour un étudiant, ça ne va pas vraiment être parlant. Donc, en fait, la formation, c'est moi, en fait.
Et du coup, les supports sont assez limités. C'est pour ça que moi, je renvoie beaucoup sur des articles qui ont été écrits. Là, par exemple, je pense dans le dernier article, dans le dernier numéro de Soins, il y a eu un super focus sur la douleur avec plusieurs articles. Il y a un article sur les référents douleurs qui a été écrit par Charlotte. Enfin, il y a plein de livres il y a plein d'articles qui sont formidables et qui, pour moi, sont des très bonnes ressources pour les étudiants. Donc moi, à l'heure actuelle, je préfère faire mon cours et les renvoyer sur des articles, sur des documents vraiment qui sont validés, qui ont été publiés. Du coup, c'est-à-dire que des experts ont travaillé dessus, il y a eu des consensus. Enfin, et je sais que je serai dans des notions qui vont être plus fiables. Alors, je vais rajouter juste un petit mot avant de clore ça. Une référence, on en avait discuté hier soir, Anaëlle, en matière de bouquins à lire. Nicolas Danziger, Vivre sans la douleur. Franchement, si vous voulez comprendre toutes les dimensions de la douleur, c'est vraiment un livre merveilleux qui est vraiment fascinant. Pour les douleurs neuropathiques, le livre de Jessica Filol, Vivre avec des douleurs neuro, qui est une pépite. Pour les soignants et pour les patients, c'est une pépite pour les patients. Moi, vraiment, tous les patients avec qui parce que moi, j'ai mon livre que je prête, du coup, et qui est là, d'ailleurs, chez un patient en ce moment. Vraiment, c'est une pépite. Pour les douleurs neuropathiques, génial aussi. Et en matière de ressources, si vous voulez que nous, on puisse distribuer des ressources à l'ensemble, n'hésitez pas à nous en fournir aussi, parce que si vous avez des choses que vous aimez bien, qui vous sont vraiment importantes et sur lesquelles vous êtes revenus, ou même des projets personnels, il faut nous les communiquer si vous voulez qu'on diffuse et que ça profite à tout le monde. C'est comme ça, c'est en partageant. Nous, on peut servir de plateforme. C'est aussi à ça qu'on sert. Voilà. Donc je ne sais pas si... Oui, il y a une question peut-être là. Bonjour. Pouvez-vous redonner le titre du livre des douleurs neuropathiques? Je n'ai pas entendu. C'est Jessica Filol, l'autrice, et il me semble que c'est Vivre avec des douleurs neuro. Je ne suis pas sûre. À vérifier. On va rechercher. C'est un livre qui est très adapté parce qu'il est très complet, il donne bien la physiopathologie. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'en parlais avec Jessica, et je lui parlais d'un autre livre que je trouvais très bien. Elle me dit oui, il est bien, mais c'est un gros pavé. Donc en fait, pour un patient, quelqu'un qui a des troubles neurologiques ou qui a une fatigue liée à la douleur chronique, c'est compliqué à lire. Et ce livret-là, je trouve que c'est vraiment sa grande richesse. C'est comme il a été écrit par quelqu'un qui a des douleurs neuropathiques, du coup, il est bien adapté, je trouve, en qualité de lecture. Les illustrations sont très jolies. Enfin, après, il y a aussi il y a Camille Raka qui est là, qui a l'association Draw My Fight, qui fait aussi beaucoup de documents d'informations sur le handicap invisible, sur les douleurs. Elle a créé un outil de TP. Enfin, en fait, quand on cherche, on se rend compte qu'il y a énormément de ressources, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'assauts qui ne sont pas cités aujourd'hui, mais qui font des choses extraordinaires. Et en fait, il faut vraiment aller piocher. Après, c'est vraiment se nourrir. Moi, en ce moment, j'écoute les podcasts de Marc Lévesque sur la douleur. Donc voilà, c'est me nourrir de différentes manières et aller piocher dans différents supports. Jessica Filol. Ouais, on pourrait vous passer. C'est le bon titre? Parfait alors. Écoutez, si ça vous va, on vous propose la pause. Retour dans l'amphi 15h30 si on veut terminer à l'heure, sachant que vous avez après l'enquête de satisfaction. Je vous l'ai promise, vous l'aurez. Bonne pause.